Que s'est-il passé le 22 février 2020 au Togo? Très jeune, la République du Togo s'est brûlée au contact du jeu dominant, dominé des relations internationales inflammables. Depuis 1963 et le meurtre d'État de Sylvanus Olympio, une famille togolaise s'est accaparée de manière criminelle et sanglante le pouvoir tandis que les partenaires étrangers, aux responsabilités politiques dans leur pays ou industrielles de la mondialisation, s'en accommodent fort bien. À la mesure des principes démocratiques et du respect de la dignité humaine, les choses n'ont fait qu'empirer. Pourtant, parce que les populations en bavent trop, parce que les élites du pays n'ont pas toutes accepté le pacte faustien avec Faure Gnassingbé et aussi, grâce au courage de quelques femmes et quelques hommes, journalistes, politiques, religieux, un vent d'espoir se lève avec le début de l'année 2020. Le 22 février 2020 doit se tenir une nouvelle élection présidentielle au Togo. Au pouvoir depuis son coup d'État en 2005, Faure Gnassingbé, décrié par les organisations de défense des droits de l'homme pour sa gestion dure et corrompue du pays, est candidat à sa propre succession pour un 4e mandat. Malgré les manifestations de grande envergure qui ont secoué le pays en 2017 et 2018 pour réclamer son départ, malgré les recommandations de la mission d'observation de la CEDEAO dépêchée après la répression sanglante de la contestation populaire, les députés togolais acquis au pouvoir en place, ont voté une révision constitutionnelle en mai 2019 lui permettant d'avoir une immunité à vie, pour les actes posés pendant les mandats présidentiels, mais aussi de se représenter en 2020 et 2025. Dans la semaine qui précède le 22 février, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a retiré l'accréditation aux observateurs, qu'ils appartiennent au National Democratic Institute, NDI, ou à la Concertation nationale de la société civile du Togo, CNSC Togo, l'une des organisations chargées d'observer la sincérité du scrutin. Motif, ces observateurs s'apprêteraient à mener une activité d'ingérence dans le processus électoral. La même CENI annule alors également le système de sécurisation électronique des résultats de vote et saisit le matériel. Toutes les conditions sont réunies pour que le scrutin n'en soit pas un. Pourquoi? Les habitudes sont les habitudes. Faure Gnassingbé, le président de la République en place, ne goûte absolument pas les processus démocratiques. Il se sent plus ou moins obligé par la communauté internationale de s'astreindre à un habillage, ou plutôt un maquillage de ce qu'on peut appeler un simulacre d'élection, mais attention, il l'accepte en négociant par avance le résultat, en sa faveur, évidemment. Faure Gnassingbé dispose de plusieurs leviers avant élection pour s'assurer de remporter la victoire. Parmi ceux-là, diviser le camp de l'opposition est la première stratégie de l'autocrate. Jusqu'au mois de janvier 2020, Faure Gnassingbé pense avoir réussi son coup, des candidats dangereux sont éliminés avant de commencer, le Comité pour l'action du renouveau de l'ancien Premier ministre Yaovi Agboyibo refuse de participer à l'élection faute de garantie de transparence, tandis que l'Union des forces du changement, UFC, fondée par Gilles Christ Olympio, fils du premier président du Togo Sylvanus Olympio, ne présente pas de candidat, les fins connaisseurs de la situation comprendront peut-être pourquoi, mais, du moins le pense-t-il, suffisamment de candidatures d'opposants permettront une répartition des votes et, finalement, un score maigre de celui qui deviendra son adversaire du second tour, à moins qu'un seul suffise. À minima, les candidatures de Jean-Pierre Fabre, d'Aimé Gogué et de Wolu Komi sont censées se répartir les votes de l'opposition. Lorsque l'ancien Premier ministre togolais Agbeyome Kodjo est investi candidat de son parti à l'élection présidentielle en novembre 2019, Faure Gnassingbé n'est pas encore inquiet. Mais lorsque le leader du mouvement patriotique pour la démocratie et développement, MPDD, Agbeyome Kodjo est désigné comme porte-étendard par un comité de sages de toute l'opposition togolaise soutenu par l'archevêque émérite de Lomé, Monseigneur Kpozro, le souci gagne les rangs du parti présidentiel. Tout le mois de janvier 2020, le regroupement de l'opposition connu sous la dynamique Monseigneur Kpozro, DMK, gagne en vigueur pour se présenter comme l'évidente alternative à Faure Gnassingbé, lequel comprend que les autres candidatures de l'opposition n'opéreront pas comme prévu la division des suffrages. Un vent de panique souffle au palais présidentiel, la stratégie politicienne ne suffira pas. Il faudra encore passer par le bourrage des urnes ou toute autre manipulation des résultats, si ce n'est davantage. Du Monde, ce 22 février 2020, avec un taux de participation de 76%, il y en a devant les bureaux de vote de la capitale Lomé et partout ailleurs dans le pays. Un pays plongé dans la pauvreté. La faim parfois, un système de santé pitoyable, l'école et l'université sans ambition. Les jeunes n'ont qu'une idée en quête, obtenir un visa pour partir loin. La gouvernance autoritaire de Faure Gnassingbé et la corruption de son entourage,
quand la moitié de la population vit sous le seuil de la grande pauvreté, avec moins de 2 € par jour, passe de plus en plus mal. Alors quoi? Cette grande affluence confirme que le candidat Agbeyome Kodjo et sa coalition de partis politiques ou associations de la société civile a convaincu les Togolais que l'espoir peut renaître enfin. Homme d'expérience, accueilli à bras ouverts comme un recours de confiance et d'honnêteté, il martèle à chacun de ses déplacements, nous avons des richesses, il faut les partager, nous avons une jeunesse, c'est pour elle qu'il faut se rassembler. 9389 bureaux de vote dans 4445 centres ont été ouverts à travers le pays pour ce scrutin. Le fichier électoral compte 3 614 056 électeurs inscrits, dont 1 871 745 femmes et 1 742 311 hommes. En dépit d'un audit du fichier électoral effectué par une mission conjointe de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, la plupart des acteurs politiques de l'opposition et de la société civile le considèrent comme incomplet et curieusement peuplé, dans les régions traditionnellement plus favorables au président sortant. Les bureaux de vote ont ouvert à l'heure et la journée se déroule à peu près normalement à ceci près que les observateurs indépendants ou de l'opposition n'ont pas toujours pu mener à bien leur mission. La Force Sécurité Élection Présidentielle, FOSEP, 2020, créée l'année précédente par décret présidentiel pour l'occasion, composé de 10 000 gendarmes ou policiers a permis que le scrutin se déroule dans le calme. Mais c'est à partir de l'heure de fermeture des bureaux, à 16 h que tout se déclenche. Alors que le dépouillement commence un peu partout, l'accès à Internet est interrompu de manière sporadique dans la capitale, et de manière ferme à Sokodé, deuxième ville du pays et dans le nord aux alentours de 18 h. Le parti historique de l'opposition de Jean-Pierre Fabre annonce que ses responsables politiques sont victimes de coupures de téléphone, ce qui entrave les communications des délégués affectés au contrôle des opérations de vote. L'organisation de la société civile Togo Debout commence à recenser des bourrages d'urnes ici et là, à Lomé et à Vaughan. Des délégués d'autres partis d'opposition se voient également refuser les accès dans certains bureaux de vote, ces incidents s'ajoutant au retrait l'avant-veille du scrutin des accréditations de nombreux observateurs de la société civile, ainsi que l'abandon du système de sécurisation électronique des résultats quelques jours avant le vote. Des bulletins, prévotés, sont également en circulation. Quoi de mieux que de n'avoir qu'à mettre le bulletin dans l'urne à la gloire du président sortant. Mais voilà que les forces de sécurité togolaises encerclent le domicile du candidat de l'opposition à la présidentielle Agbeyome Kodjo ainsi que celui de Monseigneur Kobzro, alors même qu'ils ont été privés de la sécurité républicaine pendant la campagne, et de la dotation financière prévue pour chaque candidat. Disposer de tous les rouages du pays, à commencer par la Commission électorale nationale, indépendante, n'a pas suffi. Ailleurs dans la capitale togolaise, des barrages militaires se mettent en place. Fort Gnassingbé sort le grand jeu, après les coups bas politiciens et la triche, le moment est venu de faire la démonstration de force. Qui détient le pouvoir militaire et policier remportera le scrutin. Ce 22 février 2020, la démocratie a été une nouvelle fois frappée en plein cœur. L'histoire du Togo donne le vertige à toute personne normalement construite intellectuellement et qui adhère aux grands principes démocratiques dont on aimerait pouvoir se vanter sans nuance quand on est français. En recoupant des bribes d'histoire, d'archives, d'articles de presse et d'extraits télévisés anciens ou récents, le puzzle commençait à prendre forme. À l'hiver 2020 à 2021, j'avais recueilli suffisamment d'informations de sources variées, de quoi forger mon point de vue de manière structurée, argumentée et claire. Aux travaux de recherche pour comprendre la situation, que nous avions effectués avec Jean et Basma, étaient venus s'adjoindre mes échanges pluriels avec le candidat malheureux Agbeyome Kodjo. Je lui avais d'abord proposé de m'exposer sa situation, comment il avait vécu la période électorale, le jour du scrutin et les suivants. Bien qu'obligé de se cacher quelque part au Ghana, au Bénin ou au Burkina, l'homme était d'une belle sérénité. Son propos était clair, précis et reposait sur une culture politique impressionnante. C'est avec beaucoup de finesse, parfois un peu d'humour, ce qui ne gâche rien, qu'il me dépeint la grande fresque togolaise en la déroulant de l'indépendance, en 1960, jusqu'à cette étrange période où le vent démocratique l'avait choisi comme capitaine à la barre mais où les vents mauvais soufflaient à plein en sens contraire. Dans nos discussions, Agbeyome Kodjo ne cherchait pas à ménager son image. S'il fallait écorcher un épisode de sa trajectoire personnelle, il le faisait. À vrai dire, son discours empreint de vérité dénotait avec ce que j'avais l'habitude d'entendre dans les méandres de la politique française. En relisant les notes que j'ai prises,
j'ai pu vérifier par la suite la véracité de tous ses propos. Il livrait un discours de réalité sans embâge. Sa critique portait à 99% sur le personnel politique togolais, l'autocrate Gnassingbé en tête. Il n'était pas question d'avoir un propos larmoyant, attendant tout de la France, ni de croire naïvement qu'il suffit d'ouvrir quand la démocratie frappe à la porte pour qu'elle s'installe. Pourtant, il aurait pu être sacrément remonté contre la France. Agbeyome Kodjo le dit très clairement, le Togo est indépendant depuis 60 ans. Si nous avons cette dictature, c'est que trop de Togolais s'en accommodent. La France n'aide pas, mais elle ne peut être assise seule au banc des accusés aujourd'hui. Quelques Français mal intentionnés, profitant de la situation, sont complices mais ce sont les Togolais qui doivent se libérer de leur chaîne. En fin d'après-midi du scrutin du 22 février 2020, sa maison avait été encerclée par les forces de sécurité togolaises. Le ministre de l'Intérieur donna une explication rocambolesque, il s'agissait de protéger le candidat Kodjo. Protéger? Mais de qui? Du peuple joyeux qui s'était levé ce matin-là pour le désigner comme son chef? S'il s'agissait de cela, on comprend mal pourquoi les communications par téléphone d'Agbeyome Kodjo et de ses proches avaient également été coupées. Les forces de sécurité avaient également bouclé la maison de Monseigneur Kpodzro, pas d'imprudence du côté du pouvoir en place, il faut surveiller toutes les zones et personnalités à risque pour la dictature. Ce premier jour de vol de la victoire était parfait, les leaders de l'opposition placés sous contrôle et les chars positionnés dans les rues de Lomé, bien visibles, de quoi rappeler ce qu'il en coûte aux amateurs de démocratie s'ils souhaitent se promener dans la rue. La proclamation des résultats est la plus rapide dans l'histoire électorale du pays. 24 heures, top chrono, sans moyens électroniques. L'article de presse de VOA raconte mieux que quiconque l'atmosphère au lendemain du hold-up électoral. 23 février 2020, c'est un jour ordinaire qui s'est levé sur la capitale togolaise. Rien ne laisse entrevoir que les résultats de la présidentielle ont été proclamés la veille. Sur la plage de Lomé, en face de l'hôtel de la Paix, des jeunes venus profiter du Wi-Fi public, commentent l'actualité du moment, vu les tendances à Lomé, personne ne s'attendait à cela. Ces résultats qu'ils nous ont donnés, tout a été formaté, toiletté et refait à la taille de leur président voulu. Il a gagné, nous confie un jeune. La sérénité avec laquelle la ville se comporte est la résultante de ces expériences. C'est la première fois que ce silence règne. Personne ne veut plus être frappé, soutient un autre. Finalement, le 22 février 2022 est un jour de vol démocratique de plus, dans ce Togo qui en compte déjà beaucoup. Les voleurs d'élections. Les voleurs d'élections ne sont pas rares en terres africaines. Il faut dire que s'ils ne sont pas incités à commettre leur larcin, ils n'en sont pas découragés. Nations Unies, Union africaine, Europe, États-Unis, France, tout ce beau monde ne trouve guère à redire aux flèches décochées contre le moins injuste des systèmes politiques. J'ai compilé ici les notes que Jean m'a transmises au gré des élections que je suivais, de plus ou moins loin, parfois en contact direct avec certains candidats. À la relecture, ça fait un peu le livre noir de la démocratie en Afrique de 2016 à 2020. Cet exercice un peu rapide et sans prétention universitaire permet de déceler des constantes, de voir ce qui fait système et de projeter une modélisation des temporalités électorales dans les pays voisins du Togo. On comprend mieux l'ère du temps électoral de cette présidentielle togolaise de février 2020. Pour tout démocrate, l'histoire récente s'était déjà faite dramatique au Gabon en 2016. Des émeutes éclatent après la proclamation de résultats extrêmement douteux annonçant la victoire d'Ali Bongo. Assemblée nationale incendiée, manifestants dispersés par des tirs à balles réelles, plus de 25 Gabonais tués par les forces de l'ordre au QG de campagne de Jean Ping, adversaire malheureux de cette élection, qu'il est difficile de sortir de l'ornière quand aucune main amie ne se tend. Les élections s'enchaînent en Afrique et les répliques d'un mauvais scénario se font plus fréquentes que les happy end démocratiques. L'élection présidentielle du Congo-Brazzaville de 2016 est un modèle du genre, une chose-trappe démocratique parfaitement aboutie. Pour comprendre comment une élection peut à ce point être volée, il faut regarder le parcours de Denis Sassou Nguesso. Passé par les formations militaires françaises de Centrafrique, d'Algérie puis de Saint-Mexan-l'École à l'issue de laquelle il obtient le grade de lieutenant et devient parachutiste, Denis Sassou Nguesso commande successivement le groupement aéroporté, les forces terrestres et la zone militaire de Brazzaville avant de diriger la sécurité d'État et les services de renseignement du Congo. Nous sommes à la fin des années 60 et l'ambitieux militaire ne s'arrête pas là. Il participe à la création du Parti congolais du travail,
d'obédience marxiste-léniniste. Se hissant en son sein, il parvient à sa tête et devient de facto président de la République du Congo en 1979. La manne pétrolière du pays lui permet de trouver une entente satisfaisante, pour lui, avec la France. La compagnie nationale Elf exploite de manière très avantageuse le sous-sol congolais. Entre France et Congo, les arrangements vont bon train mais en juin 1990, le président François Mitterrand prononce un discours à la Baule, annonçant que l'aide française sera désormais assujettie aux efforts de démocratisation de chaque pays africain. En pleine crise de la dette de nombreux pays africains et avec la récente chute du mur de Berlin en toile de fond, le président français est entendu. Début juillet 1990, le comité central du PCT décide de la séparation du parti et de l'État, définit le multipartisme comme un objectif à atteindre après une phase de transition. Le syndicat national congolais CSC profite de l'occasion et se libère de l'influx PCT organisant une grève générale des travailleurs très suivie. Denis Sassou Nguesso demande alors à l'armée de mater les dirigeants syndicaux, mais il se heurte au refus du général Mokoko, chef d'état-major des forces armées congolaises. Au bout de 3 jours de paralysie générale du pays, il est contraint de céder. Pourquoi rappeler cet épisode de la vie congolaise? Tout simplement parce que derrière ce moment d'ouverture démocratique, Denis Sassou Nguesso connaîtra la défaite à l'élection présidentielle de 1992 face à Pascal Lissouba. Il finira même 3e derrière Bernard Kolla. Cet apprentissage des règles du jeu démocratique, dans lequel un président en exercice peut perdre, n'est pas du goût de Denis Sassou Nguesso. Pendant ces 2 années d'exil en France, de 1995 à 1997, il réfléchira à la manière de reprendre le pouvoir, par une guerre civile doublée d'un coup d'État, et surtout de ne pas le perdre ensuite. Quoi qu'il en coûte. 2002, 2009, 2015, chaque élection présidentielle est contestée, se joue dans la violence et aboutit à des scores très étonnants. Le règne de Denis Sassou Nguesso habille ses méthodes autocratiques violentes d'une pseudo-temporalité démocratique, l'élection présidentielle, qu'il s'agit de verrouiller suffisamment pour s'assurer du résultat à l'avance. Ce modèle abouti fait des émulés, dès qu'un candidat peu scrupuleux du respect des principes démocratiques sent la faiblesse des pays étrangers à réagir, parfois il parvient même à s'en faire des complices, le coup de force suffit à sceller le verdict des urnes. En la matière, les années 2010 inaugurent l'apathie complète des dirigeants occidentaux face aux tricheries répétées et exactions commises pour la conquête ou le maintien au pouvoir. En 2017, l'État policier rwandais maintient au pouvoir Paul Kagame, l'homme fort du pays depuis 1994, réélu président avec 98,7% des voix. L'année suivante, le Cameroun de l'inamovible président Paul Biya innove, en quelque sorte, puisqu'au bourrage des urnes s'ajoute l'invention d'observateurs étrangers indépendants qui auraient été mandatés par une ONG. Si le verrou préélectoral au Rwanda empêche de connaître un potentiel vainqueur, au Cameroun, Maurice Kamto est manifestement celui qui aurait pu ravir la victoire sur la base d'un scrutin sincère. Toujours en 2018, l'Égypte consacre le président sortant, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi dans un climat de peur et de répression. Les candidats opposants sont interdits de territoire, menacés ou jetés en prison. Au Mali, au moins 700 bureaux de vote resteront fermés sur 23 000 en raison de l'insécurité et d'incidents violents. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est réélu sans qu'on sache s'il s'agit d'un choix de la communauté internationale, en particulier de la France omniprésente militairement depuis 5 ans dans le pays, ou réellement des électeurs écrasés par les soucis du quotidien. 2018 est également l'année de la chute définitive du président du Zimbabwe Robert Mugabe. L'homme est sur la plus haute marche du pouvoir depuis 1980, après avoir été Premier ministre, quand il décide de transmettre les clés du palais à sa femme. L'armée ne supporte pas cette énième incartade du président âgé de 93 ans. Les frasques du couple présidentiel pourraient faire sourire s'il n'y avait pas tant de civils exécutés sous son règne. La mission d'observation de l'Union européenne, le climat politique s'est amélioré, le vote s'est déroulé de manière pacifique, mais l'inégalité des chances, les intimidations d'électeurs et le manque de confiance dans le processus électoral ont miné l'environnement préélectoral. Ainsi, l'expression en toute liberté de la volonté des électeurs n'est pas au rendez-vous et nombreuses sont les intimidations légères, pression et contraintes contre des électeurs pour qu'ils votent en faveur du parti au pouvoir. L'élection présidentielle de la fin de l'année 2018 en République démocratique du Congo se tient dans des conditions étonnantes pour motif de virus Ebola ou d'insécurité. Les grandes villes de Beni, Butembo et Yumbi sont décrétées hors jeu. Le résultat contesté génère également des réactions surprenantes.
il semble bien que les résultats proclamés ne soient pas conformes aux résultats que l'on a pu constater ici ou là. Déclare alors le ministre français des Affaires étrangères Jean Le Drian, et de poursuivre, la conférence épiscopale du Congo a fait des vérifications, a annoncé des résultats qui étaient totalement différents. Il faut qu'on garde son calme, qu'on évite les affrontements et que la clarté soit faite sur ces résultats qui sont inverses à ce que l'on imaginait, à ce qui était avancé. Cela peut mal tourner parce que M. Fayoulou était a priori le leader sortant de ces élections. Que signifie cette prise de parole au soir de l'annonce des résultats définitifs en janvier 2019 ? Qu'un pays comme la France a abandonné tout projet de soutien au processus démocratique en Afrique mais que lorsque le cheval sur lequel elle a misé ne remporte pas le prix, elle essaie de faire déjouer la partie. Étonnant timing d'intervention. Si le ministre français avait eu des intentions démocratiques, il aurait rué dans les brancards à 1000 reprises et bien avant. À part jeter de l'huile sur le feu là où il n'en faut absolument pas, on ne comprend pas le projet français. Il faut dire que le ministre des Affaires étrangères vient de montrer une nouvelle fois son incompétence au président Macron, l'élection de Félix Tshisekedi est un des premiers scénarios à la russe. Tandis que la France, le Rwanda et l'Angola avaient tout fait pour sortir du jeu Joseph Kabila, voilà que celui avec qui s'est entendu le président sortant de RDC sort du chapeau. Le savoir-faire français pour placer ses pions africains ne fait plus recette. L'interventionnisme français dans toutes les élections du continent est déjà en soi une catastrophe et un déni de démocratie mais il se double désormais d'un rejet des populations qui comprennent parfaitement le jeu de la communauté internationale et de ses représentants au premier rang desquels figure la France. Les leaders politiques africains savent l'outrage et essaient de jouer avec, les peuples du continent eux, se détournent, ont perdu la confiance et ne tarderont pas à regarder ailleurs. Dernier arrêt sur une élection dans cette période, celle du Mozambique, fin 2019, qui voit la réélection du président sortant Philippe Nyusi dès le premier tour. Une mission d'observation de l'Union européenne accuse le parti au pouvoir d'avoir illégalement utilisé des fonds publics pour sa campagne électorale, et note un traitement médiatique disproportionné en faveur du gouvernement. Un chef d'État pour ruer dans les brancards, dire l'injustice, réclamer le droit des urnes ? Personne. Et surtout pas la France qui ne pense qu'à l'intérêt pétrolier de ses compagnies dans cet Eldorado de l'or noir. On pourrait entrer dans le détail de chacune des élections qui se sont tenues en Afrique à cette période. Mais c'est surtout cet éclairage qui compte, le parcours de Denis Sassou Nguesso a montré que les libéralités démocratiques mènent à la perte du pouvoir quand une main de fer en garantit la continuité. C'est également une démonstration par l'exemple que tout s'achète, y compris le silence ou la bienveillance des démocraties occidentales. C'est enfin une défiance absolue des populations dans leurs systèmes électoraux. N'importe quel individu en Afrique peut vous expliquer les modalités principales d'une élection respectueuse des principes démocratiques. N'importe quel Africain comprend quand la triche dirige le scrutin. N'importe quel Africain saisit la duplicité et les mensonges des dirigeants des puissances étrangères. La séquence précédemment évoquée, qui va de 2017 à fin 2019, montre à quel point le système électoral a des failles d'autant mieux exploitées que le regard de la communauté internationale se porte ailleurs ou que le terrain électoral a été choisi comme terrain d'affrontement entre puissances étrangères. Garanties internationales en faillite, système interne propre à chaque pays trop fragile pour ne pas être à la merci du pouvoir de la violence et enfin, il faut le relever, le continent africain, trop en proie aux irrégularités et dirigé par un club d'autocrates ne peut pas non plus apporter sérieusement de sérénité et de sincérité à un quelconque processus démocratique. Les gendarmes potentiels sont absents, malades ou complices. Il faut rappeler que l'empreinte démocratique américaine sur le continent africain est au plus mal. Si les États-Unis sont souvent très maladroitement intervenus pour favoriser certains principes démocratiques en Afrique et s'ils ne sont bien évidemment pas dans le geste désintéressé, la période Donald Trump est une invitation à n'en faire qu'à sa tête et à monnayer, si nécessaire, son maintien au pouvoir côté chef d'État africains. Quant à l'Union européenne, les accords de Cotonou qui la liaient avec les pays d'Afrique, notamment sur les questions des libertés et de la démocratie, ont été signés en 2000 pour une durée de 20 ans. La mollesse politique européenne n'est pas qu'une question de date. Comme député, j'ai à plusieurs reprises interrogé l'administration européenne, m'inquiétant du non-respect par certains pays de ces accords, notamment la Guinée-Conakry d'Alpha Condé ou la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Mes échanges furent surréalistes. La seule réponse qui m'était donnée consistait à dire qu'il ne fallait heurter personne, le temps au moins que la prorogation des accords soit signée. Début janvier 2020, quand la campagne se met à battre son plein au Togo,
les voleurs d'élections sont au sommet de leur article. On apprendra que de nombreuses officines de cybersécurité ont joué de déstabilisation en trucage des urnes un peu partout. Une sorte d'international des voleurs d'élections sévit. Elle va aux plus offrants et à ceux qui font déjà partie du club. Elle dispose de multiples leviers. Pour s'y opposer, ni arbitre, ni gendarme, ni juge. Les vrais démocrates togolais s'engagent dans une bataille inégale, injuste, risquée et violente.